Bonjour Bruno. Bonjour Fred. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Bruno Oupka, je vous présente dans un lieu extraordinaire. J'espère que ça résonne pas trop. A priori, on a ce qu'il faut. Ouais. On est où? Dis-nous. On est au Palais des Congrès du Touquet Paris-Plage, donc un lieu ancien mais qui a beaucoup de cachet. Oui. Sublime. Un magnifique écrin pour l'œuvre de Bruno Oupka que je voudrais vous présenter et de l'artiste que je vais vous présenter aussi. Alors, je ne vous présente pas l'expo parce qu'elle se termine dans 2 jours. Donc, oui. Le montage ne sera pas réalisé dans 2 jours, mais j'en profite pour avoir des échanges avec Bruno pour qu'il nous présente son œuvre, son parcours, quelques techniques et puis qu'on fasse le tour. Ça te va? C'est bon? J'avais pas tout dit au départ. Allez, on y va, c'est parti. On se déplace au fur et à mesure de notre rencontre parce qu'il y a tellement de belles perspectives à faire, de beaux angles de vue pour montrer cette magnifique expo. Voilà, donc première étape. Ouais. Bruno, alors raconte-nous, par quoi on commence? Par quoi on va commencer? Par quoi on commence? On n'est pas dans le bon secteur en fait. L'idée de l'exposition, c'était pas faire une rétrospective, ce serait un peu prétentieux. Puis bon, pour les artistes, quand on parle de rétrospective, ça commence à sentir le sapin. Ça sent la fin, ouais. C'est vrai. Mais non, quand même, il y a une logique. Oui, une logique, c'était de montrer une évolution sur une 10-15 ans, on va dire. Donc j'ai construit, je suis le curateur de ma propre exposition. D'accord. Je l'ai construit sur la base d'abord de 3 gouaches que j'ai faites quand j'étais gamin, on verra tout à l'heure, qui datent de 1979, toutes les 3. Et donc l'idée c'était de montrer que déjà à cette époque-là, j'avais 13-14 ans, j'avais, on va dire, 3 sources d'inspiration qui existaient chez moi. La géométrie, l'imaginaire, et après ce que j'appellerais l'insolite en peinture, c'est-à-dire tous ces courants de peinture, en peinture qui sont un peu porteurs d'une signification, le surréalisme, le surnaturalisme, le symbolisme. Le symbolisme, je l'attendais. Et donc on va retrouver comme source d'inspiration à des degrés divers dans tout ce que je vais faire par la suite. Donc je les ai mis au début de l'exposition. Théoriquement, les gens tournent un peu dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça marche, ouais, mais nous, on fait rock'n'roll, on va le faire quand même. Donc voilà, pour terminer sur l'expo, puisqu'il ne faut pas les faire languir, les pauvres, ils l'auront pas. Ceux qui n'ont pas eu la chance de venir te voir, ils vont juste se dire c'est terminé. Après, donc, une chronologie. Tu as suivi une chronologie? Alors, pas véritablement, non. Pas au sens strict. En fait, dans l'architecture de l'exposition, il y a 2 grandes salles. Et donc la première, j'ai mis majoritairement des toiles, parce que là, il n'y a que des toiles, entre 2001 et 2005, on va dire. D'accord. Et là, c'est mon travail plus contemporain, c'est-à-dire 2016-2017, incluant tous les derniers travaux sur des panneaux de bois. Voilà. C'est magnifique. On va s'approcher de tout ça, on va en parler. Je ne sais pas par où commencer. On va commencer par quoi? Un peu technique quand même, parce qu'on est quand même à essayer d'aider, donner des envies, faire sauter des barrières. Alors, dis-nous, de l'acrylique, de l'huile, tu fais quoi? Le médium? Alors, j'ai commencé par de l'huile. Et puis jusqu'en 2001, mi-2001 à peu près. Et l'huile, c'est formidable, c'est beau. Tu peux avoir des jeux de transparence, tu peux avoir des fonds qui sont mélangés, mais ça ne correspondait pas au type de graphisme que je voulais utiliser. Moi, j'avais besoin d'abord de pouvoir réintervenir rapidement sur mes travaux. D'accord. Et donc l'huile, ça met un temps infini à sécher. Il faut parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, suivant l'épaisseur, si tu veux pouvoir réintervenir. Et ce que tu mets en huile n'est jamais véritablement couvrant, c'est-à-dire qu'il y a toujours une interaction chimique entre plusieurs couches. Et moi, ça ne me correspondait pas. Donc je suis passé mi-2001 à l'acrylique pour pouvoir travailler ce type de graphisme un petit peu plus précis, avec des bords bien nets qui correspondent davantage finalement à l'usage de la géométrie dans mon travail. Des aplats. Et des aplats. Couvrant opaque, c'est ça, hein, il y a l'opacité quand même. Tout à fait. Même s'il y a de la profondeur et de la transparence, c'est quand même en travaillant l'optique. Exactement. Moi, j'ai toujours voulu avoir des aplats bien réguliers, et ça, l'huile, c'est très difficile à obtenir. Et aussi, il y avait une autre logique, c'est que je voulais faire des travaux plus grands. Mes travaux à l'huile sont plus petits en termes de format, et c'est plus facile avec l'acrylique, notamment quand on travaille avec des aplats, d'obtenir des champs beaucoup plus importants. Et homogène, un travail homogène. Oui, tout à fait. Exactement. Ok, ça marche, très bien. Les supports, tu dis donc de l'acrylique. Plutôt à mon avis de très bonne qualité, ils sont les extra fines, ça se voit, enfin voilà, toute la... Alors, sachant que j'utilise quasiment jamais une couleur sortie du tube, c'est-à-dire que j'aime bien travailler la couleur à part entière. Donc chez moi, le graphisme existe dans mon esprit avant le travail de la couleur. C'est-à-dire que moi, pour chaque toile que tu verras là, il y a d'abord un travail préparatoire, classique, avec une esquisse, un dessin, petit format, crayon gris, gomme, équerre, compas. Quand j'aboutis, donc je sculpte mon dessin, je peux très bien ne pas avoir d'idée préconçue au départ et puis faire un premier trait, un deuxième, et ça se sculpte dans mon esprit. Et finalement, je définis une forme, un objet qui me plaît, et puis quand j'ai abouti mon dessin,
je reporte sur un format de toile que je choisis. Voilà, un rectangle, un carré, peu importe. Donc tout est construit, construction au départ, l'architecture d'ensemble, elle est posée. Elle est construite. Alors, le fait d'agrandir, parfois tu vois des espaces que tu ne vois pas sur ton dessin qui est petit. Donc il y a parfois une différence entre mes esquisses, mes travaux préparatoires du départ et le résultat final parce que j'y inscris d'autres choses, notamment davantage de détails. Mais à ce stade-là, le dessin est figé. Donc je retrace ensuite mon dessin sur la toile et ensuite je le mets en couleur, tout simplement. Ce qui me permet de vraiment... Tout simplement, vous allez voir. Ce qui me permet de travailler la couleur à part entière parce que j'aime bien travailler l'harmonie des teintes et une cohérence dans les teintes. Donc je suis libre de travailler la couleur parce que le motif est déjà fini. Voilà. On a le droit d'aller un peu sur ta palette, c'est-à-dire pour avoir toutes ces gradations dans une même tonalité, dans une même couleur. Tu prépares tout ou tu fais au fur et à mesure? Comment tu fais? Ta palette, elle est comment? Ça dépend? En fait, j'ai rarement une idée... au départ de la couleur de l'œuvre. D'abord parce que, comme je te l'indiquais, je travaille en noir et blanc, on va dire, dans ma tête. Ouais. Et puis, deuxièmement, j'ai une façon de travailler qui fait que je vais d'abord placer une première teinte, généralement sur les champs les plus grands de la toile. D'accord. Et cette teinte-là va en appeler une autre, etc. Et c'est là que ça va se construire dans mon esprit. C'est là que on va dire la couleur, la valeur, la force de ce que je veux représenter va se construire dans mon esprit. Ce qui fait qu'il y a des tableaux où volontairement je vais être plus vif et d'autres où je vais être beaucoup plus doux. Là, on en a un derrière nous qui est très doux dans l'esprit. Pastel, parce que ça correspond à ce que je voulais illustrer, c'est-à-dire une vision un peu diurne, mais au travers d'un store, par exemple. Tu vois, donc une vue un peu... apaisée, aussi très apaisée. Un peu apaisée. Alors Bruno, on commence à se promener, on va prendre quelques-unes des œuvres emblématiques si elles peuvent l'être de ton travail. Non mais celles qui font tac 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 comme ça là. Celle-là par exemple, elle a été guidée par quoi? L'esthétique, les couleurs, la forme, une thématique, quoi? Dis-nous. Là il y avait une idée au départ, il y avait une idée, on est allé avec ma compagne à Naples il n'y a pas longtemps et dans la baie de Naples, tu as le Vésuve et tu as Pompéi au pied, tu as cet événement historique emblématique de l'éruption et l'ensevelissement, si j'arrive à le dire, du village. Ouais. Et donc je suis reparti de Naples et j'avais envie d'illustrer à ma façon ce qui s'était passé. Et donc je suis parti d'un panneau de bois, j'ai fait dessiner, sculpter un panneau de bois. Moi, je suis parti d'abord d'un graphique qui était celui là tu le vois bien, d'un homme romain. Tu sais, ces casques de guerre arrondis sur le dessus et qui se terminent en pointe. Et avec juste la fente ici, voilà, pour qu'il puisse protéger l'ensemble et que tu respires. D'accord. J'ai toujours aimé ce graphisme finalement de ce casque. Et donc je l'ai repris. Simplement, j'ai tiré d'un côté pour créer une dissymétrie. Je suis parti d'un bleu méditerranéen, entre guillemets, que j'ai dégradé. Je suis parti d'une couleur flamme ou lave, un petit peu, que j'ai dégradé également, pour arriver finalement ici à une disparition de la couleur et à un noir mat qui ne réfléchit plus ni la couleur ni la lumière. Et donc là, on est sur l'aspect calciné. Donc si tu veux, je ne suis pas dans la figuration. Tout est là. Je ne représente rien. Mais toutes ces données, le casque romain au départ, la forme du casque, la couleur de la lave, de la Méditerranée, du calciné, voilà, ça illustre pour moi dans mon esprit. Les couleurs, on voit du mouvement. C'est de la suggestion, c'est de la... Chacun peut y voir après ce qu'il y veut, mais pour moi c'est Pompéi, bleu antique. Voilà. Superbe, magnifique. Alors Bruno, on poursuit ce picking dans tous ces chefs-d'œuvre, tous ces trésors. Celui-là particulièrement me parle. Il est resté c'est celui d'une affiche qui est dans le magasin, dans notre magasin de Cavaillel. Et je l'ai vu plein de fois et complètement fasciné par ça. Si je pouvais avoir l'honneur de t'entendre. Tu le vois à en vrai, je n'ai pas à toucher, mais quasiment. Et il y a des choses d'ailleurs à voir de très très près. Allez, raconte-nous. D'accord. Alors, ce que tu vois de très très près, alors ça nécessite parfois de se mettre un peu de côté. C'est un aspect un peu drapé, parce que c'est un panneau de bois, c'est un peu strié. En fait, ça c'est le bonus, entre guillemets, pour moi d'être passé d'un support de toile à des panneaux de bois que je fais découper par un menuisier aux dimensions que je souhaite. C'est de pouvoir donner un sens à la peinture, c'est-à-dire que je garde la trace du pinceau, enfin en l'occurrence ce sont des spalters en mousse qui me permettent de tirer. Donc je ne mets pas énormément de matière, mais ça suffit. Comme le panneau de bois est d'une planéité parfaite, je tire la peinture dans le sens qui convient au dessin et dans le sens de la perspective. Et donc le petit bonus, c'est que c'est vrai que le travail fini,
donne un aspect de drapé, on dirait presque de la marqueterie quand tu regardes sur le côté. Et sur la signification de ce chef-d'œuvre, de ce tableau, il y a quelque chose à dire? Signification. Son titre. Fortune favors the brave. Non, il n'y avait pas vraiment. La fortune sourit aux audacieux. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Moi, j'ai des titres qui me viennent en anglais. D'accord, ok, vas-y. J'ai exposé un peu en Angleterre, aux États-Unis, et c'est vrai que tu as des titres en anglais sur certaines œuvres. Pas de souci. Voilà. Effectivement, ça correspond à un proverbe français également. La fortune sourit aux audacieux. L'idée, c'était plutôt une idée un peu amusante sur le plan graphique, où je voulais faire concourir finalement des teintes violettes, des teintes vertes, des teintes un peu rouges, chaudes et froides, des teintes bleutées. Ouais. Et voilà. Et toutes ces teintes vont concourir pour arriver vers le centre, où là, on retrouve un rouge un peu plus charnel. Et donc, c'est là purement une idée graphique. On n'est pas sur un concept, comme ce que j'avais exposé précédemment. On est plutôt sur une idée graphique que j'ai illustrée. Voilà. Donc, l'idée, c'est une idée de profondeur. C'est-à-dire que là, sur une œuvre comme ça, je commence d'abord par travailler le premier cercle. C'est-à-dire les couleurs, finalement, les plus contrastées, les plus claires et les plus sombres conjointement. D'accord. Et je travaille de façon concentrique vers le centre. Donc, la dernière zone que j'ai travaillée, c'est celle-là, qui, dans mon esprit, correspond un peu à une profondeur. Et ta palette, physiquement, enfin à côté, tes couleurs, elles sont sur quoi? Sur une palette, sur des cartons, sur du papier, sur des... Moi, j'ai un chariot à roulettes sur lequel Tu fais tes mélanges de couleurs. Voilà, tu ne les fais pas sur la toile? Non, surtout pas. Tout est préparé, dosé. Je fais mon mélange, voilà, et je l'applique une fois que j'ai véritablement la teinte qui me va. Alors là, il y a un travail de cohérence, si tu veux. Sans parler de la teinte, au niveau de la valeur de celle-ci doit correspondre à la valeur de celle-là, pour qu'il y ait une évolution conjointe des 4 couleurs vers le centre. Donc en fait, à chaque strate, je dois avoir une valeur correspondante pour que véritablement ça se réponde et qu'on ait une cohérence. Excellent. Fascinant, voilà, c'est fascinant. Ton travail est fascinant, j'ai trouvé le mot. On poursuit la petite promenade, magnifique promenade, découverte. Religion. Religion, explique-moi. Explique-nous. Je l'ai appelé religion, mais religion pour... je vais le dire pour ouvrir un petit peu le concept. J'aurais pu l'appeler aussi foi ou croyance ou peu importe. Enfin, l'idée pour moi, c'était d'installer un monde un petit peu inquiétant, avec des choses qui sont un peu obscures, une couleur qui est un peu indéfinie sur le tour. Donc ça peut être une résonance par rapport à notre monde actuel, où la notion de religion et ce qu'on en fait aboutit parfois à des horreurs. Et donc, moi c'est le monde. Et puis, dans ce monde, il y a un chemin qui est parfois tortueux, que les gens peuvent essayer de parcourir pour arriver à quelque chose de plus caché, de plus profond. On le voit ici, il y a tout un cheminement à faire. Et au fond de ce chemin, j'ai utilisé un pourpre, qui est une couleur classiquement un peu connotée, un peu connotée religion, justement. Hein. Et ce pourpre, qui est une couleur finalement assez douce, moi je l'ai voulu comme une couleur qui répond à une notion de croyance, de foi, parce que on est au fond de quelque chose, on voit qu'il y a un dégradé, on devine, on n'y arrive pas nécessairement, on sait qu'il y a quelque chose derrière, et c'est un peu l'illustration pour moi de la question de religion. Et donc j'ai ouvert au sein de ce monde qui peut être inquiétant, un espace qui arrive sur une profondeur, et au fond de ça, il peut y avoir la foi, la croyance et la religion. Alors voilà encore une toile fascinante. C'est pas une si c'est une toile, là, c'est pas un panneau. Non. Toujours de la même époque, hein, on est dans la toile travaux récents. 2016, oui. Alors, In Deep Thoughts, c'est difficile à prononcer. In Deep Thoughts, oui. Les pensées profondes. Les pensées profondes. Dans les pensées profondes, raconte-nous. C'est plutôt ça. L'idée, je voulais quelque chose de... tout en restant sur un travail que j'affectionne, qui est celui du cercle et de la sphère, hein, qui est un peu le fil rouge de beaucoup de mes travaux de 2016-2017. Je voulais partir d'un cercle qui était plus organique, c'est-à-dire moins géométrique peut-être que ce que je fais d'habitude. D'accord. Ce qui fait que le dessin préparatoire dont on parlait tout à l'heure, qui existe sur cette toile-là, contrairement à ce que je fais d'habitude, où j'utilise des règles, etc., là, je l'ai tracé à la main. Donc là, je suis parti, bien évidemment, d'un cercle que j'ai tracé au compas. Bon, c'est une toile qui fait quand même 1m40, hein. Donc c'est un grand cercle. C'est centré, hein, il est centré, le cercle. Tous ces traits-là, je les ai tirés un à un vers, on va dire, un centre un peu improbable. Et on voit d'ailleurs que ce n'est pas très régulier, là, parce que je voulais quelque chose de plus organique. Et d'ailleurs, le cercle n'est pas tout à fait parfait, en tout cas au niveau de toutes ces branches, puisqu'on voit ici que j'ai dû en rajouter pour parfaire
pour compléter le motif. Et en plus, non seulement donc, tu t'es laissé, voilà, tu es sorti des outils plus classiques, et en plus, tu es sorti des aplats. Là, cette fois-ci. Je suis sorti un peu des aplats, oui. Véritablement, je la voulais plus organique. Et même le fond, d'ailleurs, en aplat, a été fait ici au pinceau, voilà, avec des choses que, bon, les nuances sont plus ténues, mais elles existent. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais quelque chose de plus organique, parce que pour moi, pensée profonde, on est quand même dans l'humain, on est quand même dans quelque chose qui est moins géométrique, hein, qui est plus délicat. Même c'est des aplats, on a l'impression qu'il y a la transparence. Oui, alors ça c'est un jeu de prisme. Mais ça n'en est pas. Alors, pourquoi les pensées profondes? Parce que si tu veux, le motif que tu vois derrière, qui existe là, il pourrait très bien exister uniquement avec des branches noires et blancs. Oui, tout à fait. Ouais. Sauf que moi, au-dessus de ces branches noires et blancs, je viens un peu comme des prismes de couleurs qui permettent de voir le motif en dessous, surajouté comme une lentille finalement. C'est ça, c'est des lentilles, on voit des voiles quoi. Exactement, et c'est comme ça que je l'ai conçu. Excellent. Alors pourquoi pensée profonde? Parce que si on préfigure que d'une façon un peu abstraite, ce sont des pensées qui convergent vers quelque chose, tout ça, ces pensées on les passe toujours au prisme de quelque chose. Et là, en l'occurrence, de la couleur. Alors, et remarquez bien, donc c'est pas du tout un jus ni un glacis qui est passé au-dessus des couleurs pour obtenir ça. C'est la construction de la couleur que tu donnes cette illusion. Tout à fait. Là, ce sont deux teintes à part entière qui sont travaillées. Là également, deux teintes différentes, simplement. Il y a toujours une continuité du motif derrière. Le contraste est en dessous, on a l'impression que tu as été rajouté un truc dessus. Voilà. Superbe. Alors, il ne faut pas être collé dessus, mais quand tu prends de la distance par rapport à celle-là, effectivement, tu vois ce jeu de prisme. Excellent. Alors, on est parti pour une petite visite, Bruno. Alors, sans paraphraser ce que tu nous as dit tout à l'heure, on est dans les fondations, là. Oui, les fondations, disons que ce sont des choses que j'ai faites quand j'étais gamin, que j'ai voulu présenter ici, d'abord parce qu'elles sont de la même année, 79, donc ça montre qu'à la même période de ma vie, j'avais déjà plusieurs types d'influences chez moi, avec en premier lieu la géométrie, ensuite l'imaginaire et troisièmement un petit peu le surréalisme qu'on va retrouver à des degrés divers ensuite dans mes travaux postérieurs. Alors donc j'ai voulu mettre ces œuvres-là pour qu'elles puissent finalement illustrer à la fois des différences et des constantes. C'est pour ça que l'exposition s'appelle Évolution. Hein. Par exemple, dans celle que tu as ici, il y a des éléments graphiques que l'on va retrouver qui sont un peu des constantes par la suite, c'est-à-dire ces sphères que j'affectionne, orangées, rouges, etc., que tu retrouves dans mon travail contemporain. Donc là, on est à plusieurs dizaines d'années d'écart quand même. D'ailleurs, là, si on avance un petit peu, on fait un bond en 2001. D'accord. Ouais. 2001, là, tu as par exemple une œuvre, on va dire, clairement d'inspiration surréaliste. Là, c'est une huile. Ici, 2001, également une autre huile, où on a à la fois un petit peu de l'imaginaire, mais également du travail géométrique qui se mélange. Et là, également, de la même façon, c'est une huile également. Toujours un travail d'imagination, de surréalisme un petit peu, sans prétention. Et aussi avec des éléments de perspective. Et là également, dans cette toile 2001, ça m'intéressait de la mettre à côté des travaux de jeunesse, parce que tu retrouves les mêmes sphères orangées que je t'ai montrées précédemment, et qui constituent un peu un fil rouge, une constante dans mon travail. Pas de signature là, par contre, sur celle-là. Non, pas de signature. Et je dirais même à l'origine, on est peut-être passé un petit peu vite, mais j'avais jusqu'en 2001, grosso modo, adopté un pseudo, Nous N2O, voilà, qu'on retrouve ici de façon amusante, un peu sous forme de graffiti inscrit à l'intérieur de la toile. C'est-à-dire que là, c'est moi qui ai créé mon mur pour pouvoir y inscrire quelque chose sur la toile. Alors, ici, on arrive on est toujours en 2001. Par contre, j'ai changé de médium, puisque j'ai abandonné l'huile pour passer à l'acrylique, qui a l'avantage de sécher plus vite, d'être couvrante et de me permettre d'adopter des aplats beaucoup plus réguliers, ce qui se prête bien davantage à un travail géométrique. Alors là, il y avait une idée graphique. Il faut savoir que je suis un joueur, j'aime bien jouer avec mes fils aux cartes, toutes sortes de cartes, le tarot, le poker, etc. J'ai voulu inventer mes propres cartes. Celle-ci, c'est la première d'ailleurs. Et donc, la particularité, c'est que moi, quand je conçois ce travail-là, je le conçois de façon unitaire, c'est-à-dire la partie supérieure, que je reproduis ensuite à l'identique en dessous pour avoir ce jeu miroir de symétrie particulier
que tu peux avoir sur les cartes à jouer. Et donc la particularité de ce travail, c'est que finalement, comme je ne conçois que la première partie du dessin, je me rends compte moi-même finalement de ce que ça donne quand l'œuvre est finie, le jeu de la symétrie. Là, tu vois, j'ai créé une carte S qui n'existe pas à partir d'un S très grand qu'on retrouve là, au centre du dessin. Carte F, alors bon, carte F qui n'existe pas dans un jeu normal, en tout cas un jeu français, américain, je ne sais pas, peut-être. Le F, pour moi, c'est Flying Spheres, en fait. Hein, c'est le titre, le sous-titre de cette carte-là. Où là, de la même façon, effectivement, j'ai construit le dessin en première partie. Je l'ai reproduit à l'identique, parce que j'ai une technique qui me permet de reproduire strictement à l'identique un dessin. Et ensuite, j'ai travaillé la couleur dans un deuxième temps. À noter que le format de ces toiles que j'ai utilisées correspond exactement à un agrandissement homothétique d'une carte de poker. Pas les cartes à jouer françaises parce qu'elles sont un petit peu plus étroites, mais là, j'allais dire au millimètre près, ça correspond à un format de carte de poker agrandi. D'accord, voilà. Très bien, il fallait le noter. Alors on va terminer cette visite qui est interminable, on ne pourrait pas s'arrêter, il y a des chefs-d'œuvre partout. On termine devant un diptyque fantastique. Quel format ? Chaque panneau fait 2 mètres sur 1 mètre, donc on est au total sur un carré de 2 mètres de côté. Voilà. D'accord, 4 mètres carrés de fantaisie, de quoi Alors le sujet, pardon, c'est quoi sans aller dans le... Ola, non, Olia. Olia, là pour le coup c'est un prénom féminin. D'accord, super. Non, l'idée c'était un peu, quand tu regardes les 2 panneaux, c'est un peu le yin et le yang, c'est-à-dire qu'il y a une teinte de fond ici qui correspond à la teinte des branches qui se trouvent là. D'accord. Et une teinte de fond c'est inversé, ouais. Qui correspond, voilà. C'est super. C'est un peu 2 panneaux inversés, mais même si on part de ces teintes inversées, elles convergent toutes de façon identique un peu vers le centre, avec cette différence que les branches que tu vois aller vers le centre sont en négatif, c'est-à-dire que si tu suis ici, tu as une branche qui va vers le centre. On voit la pointe, ouais, tout à fait. Ici, pareil. Tu vas retrouver ces teintes-là à l'identique de l'autre côté, sauf qu'elles ne vont plus correspondre aux branches, mais aux interstices qui se trouvent entre les branches. C'est-à-dire que les branches elles-mêmes, elles arrivent ici en négatif. Et on voit qu'elles se découpent. Voilà. Magnifique, sublime, sublime. Et donc... Vas-y. Donc l'idée, c'était un peu une convergence. Moi, j'y vois quelque chose d'assez énergétique là-dedans. Que soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Ça peut fonctionner dans les 2 sens, avec notamment ces branches-là qui, pour le coup, sont identiques sur les 2 panneaux, qui viennent insuffler une énergie vers le centre. En termes de construction, on est un petit peu, de façon analogue à celle dont on avait parlé, sur des prismes de couleurs, c'est-à-dire des zones que j'ai individualisées pour superposer un dessin de branches, là, dont je parlais tout à l'heure, mais avoir des strates de couleurs différentes pour arriver finalement du plus froid vers le plus chaud. Je reste sans voix et je suis en train de me dire, avec tout ce qu'on vient de voir et toute la beauté des œuvres que je vous ai montrées, que c'est normal que Bruno Hupka on ait réussi à trouver un petit créneau là, juste à la fin de l'expo pour vous faire découvrir son travail, mais il est très sollicité, débordé par les expos, il y a du monde, il y a des choses qui arrivent. Ça va, il y a plein de projets en cours. Partenariats de partout, vous imaginez, on ne peut pas rester insensible. Des propositions de collaboration. Plein de choses. Méritées, magnifique. Vous retrouvez ses coordonnées, puisqu'il est présent sur la toile, vous retrouvez ses coordonnées en bas de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, vous inscrire, à suivre toute son actualité. Elle est riche, elle est magnifique, elle est inspirante aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Salut.